On le sait, l'industrie textile a recours massivement au trafic d'êtres humains et à l'esclavage contemporain. Il y a une vraie force alors pas forcément dans le sentiment de culpabilité, mais dans la responsabilité. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour tout le monde, bonjour Marie. Bonjour. Aujourd'hui tu es mon invitée, Marie Wattier, parce que tu fais partie de Justice in Fashion, qui est basée aux États-Unis. C'est une ONG que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a à peine un mois et demi. On s'est retrouvés au téléphone, on a longuement discuté. Ça m'a vraiment encouragée et soutenue dans mes démarches. Mais du coup, c'est une ONG qu'on ne connaît que peu dans le milieu francophone. Donc c'est pour ça que je voulais te donner voix, parce que tu es directrice Amérique du Nord de cette ONG. Peut-être que tu peux te présenter un peu plus précisément. Merci beaucoup, merci de m'inviter aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai pris la charge du bureau Amérique du Nord en fin d'année dernière. J'avais rejoint donc l'asso Justice in Fashion en juin 2020. En fait, c'est une association qui s'est créée à Londres. L'idée est née au mois de mars-avril, il y a presque un an. En pleine pandémie, on s'est rendu compte, quand on suivait un peu l'univers textile et les industriels de la mode, que des milliards d'euros et de dollars de commandes avaient été annulés, quand bien même ils avaient été amenés à bon port, et que des millions de travailleuses et travailleurs, mais il y a 80% en moyenne de travailleuses dans l'industrie, se sont retrouvées sans travail, à devoir nourrir leur famille et sans espoir de pouvoir reprendre le travail à court terme. Donc voilà, c'est des industriels de la mode qui ont annulé leurs commandes, alors même que ça fait 10 ans, 20 ans que les gouvernements, les hauts responsables essayent de mettre en place des lois qui puissent prévenir ce genre de réaction. On a par exemple au UK, au Royaume-Uni, il y a le Modern Slavery Act qui a été voté en 2015. En France, en 2017, on a eu la loi sur le devoir de vigilance. Aux États-Unis, il y a une loi qui a été votée en 2000 contre le trafic d'êtres humains et qui est aussi censée protéger donc les droits humains, parce que on le sait, l'industrie textile a recours massivement au trafic d'êtres humains et à l'esclavage contemporain. Et donc, quand bien même toutes ces lois étaient en place, au moment où les grands magasins, donc je ne citerai pas de nom, mais ferment dans nos villes, on se retrouve avec des millions de travailleuses au chômage et jetées dans la pauvreté à nouveau. Les bras nous en tombent, forcément. On se demande ce qu'on peut faire pour changer ça. On a fait tout ce qu'il fallait, on a mis toutes les lois qu'il fallait pour empêcher ce genre de réaction injuste et injustifiée. Et malgré tout, ça arrive. Comment tu arrives directement à la pauvreté ? Enfin, pourquoi nous, on a juste eu nos magasins qui sont fermés et puis il y a une autre facette justement et je crois que c'est ça donc que Justice in Fashion veut aussi rappeler, c'est que tous ces grands magasins et tout ça, ça se nourrit pas tout seul, ça se constitue pas tout seul et en fait, il y a de l'autre côté du monde, malheureusement, il y a vraiment encore deux mondes. Il y a toutes ces personnes qui produisaient tous ces vêtements qui ont été aussi du coup en confinement ou même des fois non. Malheureusement, il y a eu des problèmes aussi comme ça. Mais cette situation de crise sanitaire a juste amplifié plein de choses que des lois pourtant avaient préparées. 2015 pour le Modern Slavery voilà. Et 2000 pour les États-Unis. Ouais, donc il y a 20 ans. Et oui. Là, tu nous présentes
Le contexte, donc, c'est la crise sanitaire, mais tu nous présentes là une crise sociale qu'on connaissait déjà et qui a été amplifiée par cette situation sanitaire. Exactement. En fait, il faut quand même se rendre compte, on met souvent en avant la situation de ces femmes en disant, mais oui, mais elles gagnent que, bon, alors en fonction des pays, entre 80 $ et 200 $ par mois. Comment on peut vivre avec aussi peu d'argent? Comment on peut nourrir une famille avec aussi peu d'argent? Il faut savoir que dans beaucoup de cas, alors c'est à nuancer, le fait de pouvoir travailler dans une usine de production textile, de confection textile, ça reste une amélioration sociale, puisque c'est des femmes sont des femmes qui en général quittent leur campagne, leur province natale et vont en ville, obtiennent un travail sur un marché qui est déjà quand même très saturé. Et donc quand on a la chance, et là encore à prendre avec des très grosses pincettes, d'être une travailleuse textile, on tient à sa place et de se faire mettre à la porte, ça s'est vécu vraiment comme une déchéance. Et ça peut impliquer le retour dans son village à devoir travailler dans les champs. Alors, même si ce sont des conditions de travail terribles, puisqu'on est sur des journées de travail à 12 heures par jour, on a des jeunes filles qui commencent à travailler à 11 ans, qui préfèrent aller travailler en ville plutôt que d'aller à l'école. On est, oui, voilà, sur des journées à 11 heures jusqu'à 14 heures, parfois plus, avec un jour de congé par semaine. Et puis, bon, alors après, il y a toutes les questions autour de la féminité au travail. Bon, pas de congé maternité, bien sûr, pas de disposition par rapport aux règles, par rapport à des besoins corporels et physiques particuliers. Mais il y a vraiment ce risque de replonger dans la pauvreté. Sauf que ce sont des conditions de travail très précaires et que si l'usine décide qu'elle n'a plus besoin d'autant de travailleurs, de travailleuses, ils seront mis à la porte, systématiquement. Parce qu'il faut réduire les coûts. Et réduire les coûts, c'est virer du monde. Et donc, Justice in Fashion a pris ça vraiment plus qu'à cœur, mais à réveiller, à relever cette situation. Et donc, c'est quoi le but face à ce constat, en fait? Eh bien, c'est tout d'abord d'alerter, de montrer de dire, mais attendez, vous avez mis des lois en place et là, tout d'un coup, tout vole en éclats. Comment ça se fait? C'est d'essayer de rendre responsables ceux qui sont responsables, de les amener, mais potentiellement au tribunal, si on peut. Les grands responsables dans l'histoire, bon, alors, la responsabilité est partagée, peut-on dire, on le dira souvent. Mais là, ce sont quand même des contrats qui sont passés entre acheteurs et vendeurs, les acheteurs étant des grandes marques occidentales, disons, et les vendeurs des plus ou moins gros producteurs locaux, donc au Bangladesh, au Pakistan, en Turquie, dans beaucoup de pays, au Vietnam, même en Chine. Et il y a une différence de rapport de force. Il y a une vraie différence de rapport de force puisque dans ces contrats apparaît souvent la clause de la force majeure. C'est un mot français, il reste en français dans les contrats anglais. Et donc la force majeure, ça implique que quand arrive un événement qui se soustrait à la volonté de l'une des parties, le contrat peut être rompu. Et donc, un contrat rompu, ça veut en fait dire qu'on n'est pas tenu de le payer. Donc, si on a fait une commande et que l'Organisation mondiale de la santé déclare que c'est une pandémie, donc c'est une épidémie à l'échelle mondiale, et que donc c'est pas une catastrophe naturelle, mais ça a cette ampleur-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Alors là, gros sujet en débat actuellement, mais qui arrive malgré tout ce qu'on peut essayer de faire. Donc le contrat est nul et non avenu. Et donc, oui, vous m'avez envoyé mes 53 000 robes de telle marque, mais je vais pas vous payer parce qu'il y a une épidémie, parce qu'il y a une pandémie. Et malheureusement, c'est une clause qui se tient, qui existe, qui est dans les contrats, qui a été défendue
et qui fait que même encore actuellement, c'est difficile d'emmener ces entreprises au tribunal et leur dire non, là, vous n'avez pas respecté votre contrat, vous devez payer. Et en fait, il y a cette problématique parce qu'on est dans un calendrier où la production doit être ultra, ultra réactive et donc répondre aux commandes parce que sinon, on sous-traite ailleurs. Il y a, comme tu disais, il y a un rapport de force complètement impensable, inimaginable, où en fait juste le donneur d'ordre n'a aucun savoir-faire, aucune compétence en interne. Tout est en externe, mais c'est lui vraiment qui est l'autorité. Autorité qu'on pourrait décrire justement dans un certain autoritarisme, parce que du coup, il a plein pouvoir en disant, en fait, même si je t'ai fait travailler, là, c'est ce que tu nous dis, même si je t'ai fait travailler, tu as répondu aux exigences et tout ça, je choisis de ne pas te payer parce que pandémie. Et alors que eux, du coup, continuent pourtant de pouvoir vendre, puisqu'ils ont quand même les forces d'Internet et tout ça. Même s'il y a certains magasins qui ont fermé, ces grosses marques et gros groupes plutôt ont pu continuer de vendre. Exactement, exactement. Et là où c'est quand même assez ironique, c'est que effectivement, elles continuent de vendre et donc de générer des revenus et refusent ce droit aux personnes qui ont confectionné les vêtements. Et là où la tyrannie, elle existe, c'est que ce sont eux qui ont le pouvoir financier. Et bien sûr, ils peuvent toujours essayer et crier. Et on a eu le cas de chefs d'entreprise au Bangladesh ou en Asie du Sud-Est qui ont essayé de contacter les médias occidentaux pour dire non mais attendez, là j'ai produit tant, je ne suis pas payée, mais les produits sont arrivés à bon port, moi je continue d'acheter parce que il faut bien se dire que les entreprises, alors on ne savait pas, bien sûr, on n'avait aucune visibilité, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir reprendre le travail. Et comme il faut pouvoir effectivement être très réactif, alors même si quand on est sur la production en Asie du Sud-Est, ça prend quand même quelques mois, il faut pouvoir, quand on reçoit une commande, envoyer un prototype extrêmement rapidement. Et pour ça, il faut toujours acheter du tissu. Donc, quand on est propriétaire d'une usine de confection, on continue d'acheter du tissu parce qu'il y a des commandes qui sont déjà en cours. Et si on est, alors c'est pas du tout le cas de tous les chefs d'usine, ou d'atelier, mais si on a un comportement un minimum éthique, on continue d'acheter, on continue de payer ses factures. Et on continue de payer ses employés. Ou alors, on les met à la porte. Et dans ce cas-là, donc il y a des stocks qui s'accumulent, et puis il faut aussi payer parce qu'à un moment, l'usine, elle est pleine. Donc, il faut continuer de stocker dans les ports. Donc, ça entraîne aussi des surcoûts un peu partout sur la planète. Aussi parce qu'on est dans une production mondialisée, une consommation mondialisée. Et en fait, les coûts s'accumulent très vite pour le producteur. Et pour très rapidement, juste en dessous du producteur, pour tous les travailleurs et les travailleuses. On avait utilisé cette expression quand on s'était appelé, c'est la boîte noire de la mode. Là, en fait, c'est que on sait tous, la plupart des gens qui travaillent dans cette industrie connaissent ce système, puisqu'en fait, c'est exactement le même à plus petite échelle. Quand on est un petit créateur, on fonctionne comme ça. Sauf que c'est beaucoup plus clean, on va dire, parce que on se connaît les uns les autres, on voit, c'est local, on peut... Voilà, mais comme tu disais que c'était mondialisé, et donc il y a de la sous-traitance, et il n'y a pas de relation en un à un, en fait, d'un être humain à un autre être humain, ça devient tout de suite indescriptible, invisible, en fait. Et très complexe. Ouais, c'est ça qui est complexe. Et du coup, là, l'idée de ce que j'ai compris de Justice in Fashion, c'était vraiment de sortir cette boîte noire et de la rendre visible, mais aussi de la rendre audible. Quand tu m'as dit cette expression, je me suis dit, ouais, c'est violent. Et puis souvent, quand on sort la boîte noire, quand on utilise la boîte noire... C'est qu'il y a eu un crash. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec l'épidémie. Il faut savoir, par exemple, pour prendre un exemple, pour justement déconstruire cette boîte noire de production,
Si on prend l'exemple de l'industrie du cuir, de la vache au sac, il y a 35 étapes. 35 étapes. Donc, potentiellement, 35 entreprises. Et donc, dans chaque entreprise, peut-être un salarié, peut-être 10, 1000. Et dans chaque entreprise, c'est possible c'est fortement probable qu'il y ait des manquements à la sécurité, à la santé, qu'il y ait des injustices, même qu'il y ait même des fautes graves de la part des employeurs vis-à-vis de leurs employés. C'est difficile aujourd'hui de dire. Alors, effectivement, à moins d'être d'avoir un petit atelier, d'avoir tout internalisé, d'avoir, même de faire pousser son coton de la graine au produit fini, à partir du moment où on a des fournisseurs qui sont externes, il y a un risque très fort de manquement aux droits sociaux et aux droits humains. Et encore, tu parles de la graine du coton. On pourrait encore même aller là en disant que là aussi, il y a des manquements terribles sur ceux qui rendent totalement dépendants les cultivateurs de coton avec justement les graines qui ne sont pas, qu'on ne peut pas réutiliser en fait. On ne peut pas réutiliser les graines du fruit de cette graine pour replanter. Chaque étape doit être observée à la loupe rigoureusement et si c'est un travail auquel on se plie, on se rend compte qu'il y a des manquements à tous les niveaux. Et donc, c'est pour ça que nous, pour revenir en fait à la question du départ, à laquelle je n'ai qu'à moitié répondu, Justice in Fashion, c'est un groupe qui est constitué notamment d'avocats, d'avocates, de juristes, de professionnels du droit. On a des membres qui sont aussi qui travaillent en parallèle de leur mission pour l'ONU. Donc, on est sur des personnes qui ont des profils assez internationaux et puis qui sont confrontées à des questions de trafic d'êtres humains ou d'esclavage moderne, même sur le terrain. Et donc, voilà, même si nous, les bureaux sont à Londres et donc à Washington, aux États-Unis, on essaye d'alerter donc nos concitoyens sur ce qui se passe en amont de la chaîne et sur ces injustices qui persistent malgré tous nos efforts. Et donc, comme tu le mentionnes, il y a les questions de force majeure et les questions de droit et de propriété intellectuelle qui sont des sujets très, très prégnants dans l'industrie textile et qui sont souvent bafoués et malmenés. Nos métiers qui sont dans la production, on doit avoir la tête dedans et faire que ça, en fait. En gros, on n'a pas le temps d'y penser, en fait. Il faut produire. Le but est le produit. Le but est le vêtement ou l'accessoire. Quelles qu'en soient les conditions, il faut sortir au moment exigé le produit. Malheureusement et heureusement, c'est ça qui fait aussi toute la beauté et la qualité de la mode, c'est que le vêtement, l'accessoire se confectionne majoritairement par les mains d'êtres humains. D'où en fait la présence d'une législation. Si c'était des robots, ça irait en fait. Et souvent les mains de femmes, effectivement, on est, comme je disais tout à l'heure, on est sur une moyenne de 80% de femmes dans la chaîne de production textile, notamment dans la confection, à savoir que les 20% qui restent, donc les hommes qui travaillent souvent dans ces entreprises sont en général à des postes plutôt managériaux. Donc là encore, on est sur un rapport de force déséquilibré. Et tu disais que c'était que le produit était devenu l'objectif premier, l'accessoire, le vêtement était devenu l'objectif premier. Je pousserais encore plus cette affirmation en disant que l'objectif premier, c'est de vendre, puisque tu sais bien que c'est le produit pour pouvoir le sortir au bon moment, au moment où il va se vendre le plus. Et donc, ce n'est en fait qu'un outil à générer du profit. Et à ce moment où le vêtement, l'accessoire est devenu un générateur d'argent, on a perdu ce qui fait du vêtement un bel objet, puisque le vêtement, comme nous le dirait si bien Audrey, est aussi un objet à exprimer sa personnalité. Et un vecteur de soi et un média entre nous et le monde extérieur pour dire qui nous sommes, pour faire de nous des êtres sociaux. Et en fait, il est complètement taché de ce besoin de créer du profit. Et créer du profit, ça se fait nécessairement au détriment de personne. En fait, c'est tout le mouvement de l'industrie textile qui
bien sûr existait en Europe avant, de manière très prédominante en France, au Royaume-Uni. Si le textile est parti en Inde et en Asie du Sud-Est, c'est pas parce que alors c'était peut-être au départ parce que les soies y étaient plus jolies ou le coton ou la laine, mais c'est très vite devenu parce que les coûts y étaient bien moindres et qu'on pouvait produire plus vite à moindre coût. Et en fait, il y a eu dans le même temps une perte de qualité. Non pas parce que ce sont pas. Alors il y a souvent une mécompréhension du travail de petites mains, parce que alors en plus ça a cette connotation, cette appellation de petites mains qui réduit ces femmes à leurs mains, alors qu'elles sont quand même toujours des êtres vivants et pensants et sentants et des êtres humains. Donc, alors qu'en fait, on a tendance à penser que ce sont donc des travailleuses non qualifiées, alors qu'en fait, c'est un travail pour qui a utilisé une machine à coudre. C'est un travail qui est quand même hautement technique et qui nécessite un vrai savoir-faire. Et là où effectivement, on n'a peut-être pas besoin de loi avec les robots, et encore, c'est qu'en fait, ce sont des métiers on ne peut pas confectionner un vêtement uniquement à la machine, à moins que ce soit des chaussettes et qu'elles soient tricotées par des machines. Donc. Mais à partir du moment où il y a des coutures sur vos vêtements, c'est que une personne, une femme, qui donc a deux mains, a pris ses deux mains, a pris le tissu, l'a passé dans la machine, a appuyé sur la pédale et a réalisé cette couture. Si les coutures sont mal faites, c'est parce que ces femmes sont sur une moyenne de 1000 produits par jour. C'est le même mouvement très répétitif quand on est sur une machine. Alors en fonction de comment on est assis, quelle lumière on a, c'est quand même plus ou moins agréable. Souvent assez désagréable. Mais encore une fois, c'est une ascension sociale, donc c'est mieux que d'être dans les champs. Et voilà, on fait ce mouvement-là. Au moins, oui, en moyenne 1000 fois, on est parfois sur les meilleures travailleuses qui atteignent des 2000, enfin des 2500, des choses complètement ahurissantes. Alors, on est aussi sur des journées de 14 heures, donc... Tout ça, tous ces chiffres, ça amplifie beaucoup de choses. C'est que coudre un vêtement en soi, ça va. Oui, la machine, nos machines industrielles, elles n'ont pas de silencieux. Elles font un petit tic, 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 tic. Et c'est beau, c'est agréable quand on est tout seul, en train de créer, ou deux, trois comme ça. Il y a une bonne ambiance. Mais quand on est une centaine, avec la coupe à côté, il y a la poussière donc de la coupe qui s'accumule. On est une centaine, donc il y a aussi les bruits pour la ventilation ou pour l'aération. Parfois, il n'y en a même pas. Parfois, il n'y a pas de fenêtre. Parfois, il n'y a pas de lumière naturelle. Donc, on est sous des néons. Le néon, au bout d'un moment, ça fait aussi beaucoup de bruit. Ça fatigue énormément le regard, l'œil. Et sans l'œil, comme tu disais, on coupe pas droit. Et donc, et puis c'est d'autant plus dangereux. Et donc, ça exige encore plus de concentration. Et ça fatigue encore plus. Donc, tu nous rajoutes ça, certains chiffres qui sont des moyennes en plus, entre 10 à 14 heures de travail. En fait, à chaque fois, là, c'est juste qu'il faut qu'on se décentre un peu de notre manière de voir la petite couture à la main ou le do it yourself qui revient. Et c'est bien, parce que du coup, on réalise que fabriquer un t-shirt, c'est pas si simple. Et c'est juste que là, tu nous mets dans une échelle qu'on n'arrive pas à considérer parce que justement, comme tu le disais au début, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de photos, on va pas prendre la super bonne ambiance qu'il y a dans ces usines sur Instagram et tout ça. Donc, merci de nous partager en fait tous ces chiffres et ces réalités. Et effectivement, la question de faire ces vêtements est une très bonne, très bonne question, une question très pertinente. Alors voilà, effectivement, comme tu disais, on fait un t-shirt, on est très content de soi, on se dit, oh là là, finalement, je pourrais faire tous mes vêtements. Et puis après, on se dit, ah mais non, en fait, des vêtements, j'en ai quand même plus de 100, je vais pas faire 100 vêtements. Pouf. Là, on est sur une journée, 1000 pièces. Donc, effectivement, c'est pas du tout le même rapport, c'est pas du tout le même ordre de grandeur. Et voilà, et sur un t-shirt, bon, alors admettons, en fonction de si en plus on lit, on regarde le tuto en même temps, qu'on ne sait pas trop comment on met la canette dans la machine à coudre, on met un petit peu de temps. Bon, un t-shirt, ça peut quand même facilement mettre 3 heures. Puis après, il faut aussi acheter le tissu. Il faut qu'avant ça, il ait été produit, teint, tissé. Il y a encore des chaînes, il y a encore un petit bout de la chaîne de production avant, même quand on fait des vêtements. Et si on compte juste son propre temps de travail et son coût matière, on arrive à un coût du t-shirt, à un prix du t-shirt, en se payant au SMIC, même si on n'a pas forcément envie de se payer qu'au SMIC, on arrive sur un prix du t-shirt qui est à
40 euros, quelque chose comme ça, sans compter l'amortissement de la machine et l'électricité et tout ça. C'est quand même assez intéressant de se dire qu'on n'est pas prêt à mettre, que acheter un t-shirt à 20 euros, ça nous semble absolument dingue, quand soi-même, si on prend le temps de produire un t-shirt, on le vendrait volontiers 40 euros. Et ça remet de la valeur, donc une valeur financière qui est fondamentale, je pense, puisque c'est, comme je le disais plus tôt, c'est ça qui fait la tyrannie des acheteurs, qui nous sommes aussi acheteurs, donc on pourrait aussi avoir un comportement bien plus tyrannique que ce qu'on fait actuellement, plutôt que d'acheter ce qu'on nous donne gentiment. Il y a cette valeur aussi sentimentale, affective, qui fait que le vêtement qu'on fait, qu'on confectionne, on va l'aimer, on va le porter plus longtemps, on va le réparer, on va le modifier au fur et à mesure des ans avec les changements qu'on peut vivre dans notre corps, les changements de mode aussi, parce que ça compte aussi, parce qu'on a envie que, oui, mais cette couleur-là, c'était bien il y a 3 ans, mais là, ça va pas, elle est un peu passée, donc finalement, je vais la mettre en jaune moutarde ou en vert sapin et ça sera bien mieux. Et c'est important de réinvestir les vêtements, et donc financièrement et humainement. Si on revient sur Justice in Fashion, l'objectif, c'est de rappeler qu'en fait, la justice, c'est un droit que tout le monde a et qu'on a à partager aussi, tout autant que le vêtement se partage et, et révèle aussi tout l'affect ou les relations qu'on peut avoir avec la personne qui nous l'a offert ou je ne sais quoi. En fait, c'est la même chose pour cette justice, en fait. Ce que tu disais sur cet affect, sur l'entretien, sur prendre soin, en fait, de ce produit, ça commence petit à petit à revenir un petit peu. En gros, là, vous, avec l'ONG, vous faites la même chose, mais pour la question de la justice sociale. Et qui est une question hautement légale, puisqu'on est sur là le terrain qui peut être un peu ardu, le terrain des lois et des réglementations. Et se rendre compte que voilà, derrière ces lois, ce sont des existences, ce sont des êtres humains, des femmes qui travaillent pour nous et qui en fait n'ont pas accès n'ont pas de droits, n'obtiennent pas satisfaction, qui n'ont pas accès aux droits premiers, enfin aux droits les plus basiques, élémentaires et la sécurité, les besoins et les droits sanitaires. Enfin, on est quand même sur la justice qu'on demande n'est pas nous paraîtrait même, enfin à nous occidentaux, complètement dérisoire. Enfin là, on est vraiment sur on veut d'abord et avant tout que ces femmes aient le droit à la parole, à se syndicaliser, à avoir des salaires corrects, avoir et quand on dit correct, il y a bien sûr pas seulement le salaire minimum, mais un salaire qui permette de vivre, qui permette de nourrir sa famille, des femmes qui puissent avoir des congés maternité, et des heures des heures correctes, des conditions de travail qui soient décentes en fait. On demande de la décence et on demande surtout que les droits que sont les droits commerciaux soient aussi respectés, qu'on puisse pas annuler un contrat parce qu'il y a une épidémie et sans prendre conscience ou alors en faisant semblant de ne pas se rendre compte que ça va mettre des millions de femmes dans des situations terribles, de pauvreté, de précarité. Du coup, c'est la raison pour laquelle vous existez, parce que, comme tu nous le disais, les conditions font que, si on travaillait 12 heures par jour, 6 jours sur 7, c'est sûr que le 7e, ce serait difficile d'aller dans la rue et de se regrouper et d'avoir des affiches et d'exprimer des choses dans la rue. Dans d'autres pays, on n'a pas le droit, on peut pas. Et même, en fait, le fait de travailler 12 heures par jour, on n'est pas fait pour juste travailler. On a une vie, normalement, un minimum social. Cette personne, elle n'existe pas toute seule. Elle a une famille ou elle a un entourage social. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, il y a pas non plus, je reviens sur cette notion de temps, il n'y a pas le temps de donner voix à tout ça. Puis, en fait, je crois que c'est des personnes qui, quand on parle de ces «petites mains», entre guillemets, elles n'ont jamais pu voyager, elles ne réalisent pas, toute la liberté qui a été gagnée dans d'autres pays ou qui est normale dans d'autres pays. Et donc, comment on commence à se débattre? En fait, on n'a pas le temps, on ne peut pas et puis on ne sait pas. On a du mal avec le mot victime dans nos organisations puisqu'on les appelle plus souvent des survivants. C'est ces gens qui travaillent
des conditions absolument déplorables. J'ai l'exemple de cette femme, donc, qui est aussi un des témoignages sur notre site internet, à qui on demande comment elle s'habille. Et elle dit, alors moi j'aime surtout la couleur rouge, j'aime quand il y a écrit des trucs en anglais dessus, ça fait occidental. On lui demande où est-ce qu'elle s'habille, où est-ce qu'elle achète ses habits. Elle dit, souvent il y a des ventes devant l'usine ou à côté. Et en fait, c'est visiblement des vêtements qui sont produits dans les mêmes conditions, qui sont vendus juste devant les usines. Ça doit être des malfaçons, des objets qui ont des défauts ou qui donc sont vendus, ne peuvent pas être renvoyés à l'acheteur. Et en fait, il n'y a pas du tout de remise en question du système. On ne peut pas attendre forcément des gens qui sont victimes du système de remettre en question, eux, leur manière de s'habiller. Enfin, elle n'a pas répondu « Ah moi, je mets mes propres habits ou alors je m'habille avec des habits traditionnels que ma grand-mère m'a transmis. » Non, elle s'habille comme nous, avec des habits qui sont dans des conditions aussi déplorables, avec des teintures chimiques qui ont probablement rendu des personnes handicapées. Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est de voir que voilà, même quand on est une victime du système, on ne sait pas forcément déjà, et on y contribue aussi, quelque part. Bon, alors bien sûr, du tout à la même échelle, encore une fois. J'aime beaucoup cette expression que vous utilisez, c'est les sans-voix. Malheureusement et heureusement, c'est ce qui donne voix. Ce ne sont pas seulement les médias, c'est aussi des associations comme vous et pas juste des gens aussi qui sont dans la production. Je voulais le rappeler, voilà, tu nous as dit, hein, les membres, c'est des gens qui sont avocats, qui sont spécialisés en droit humain à des échelles internationales, donc qui ont cette visibilité internationale et pas seulement aussi de l'ordre de l'affect et qui sont pas genre à être choqués ou à choquer pour que ça bouge, mais réfléchis et aussi dans un dialogue international. Parce que comme tu l'as dit aussi au début, cette problématique, elle est mondiale et elle est mondialisée. C'est que du coup, ils peuvent avoir des actions locales, mais il faut aussi après nous les coordonner parce que à l'échelle internationale, c'est pas malheureusement ou c'est pas le petit créateur dans son petit coin qui pourra, même en France, hein, être entendu rien que par, je sais pas, par l'État. Et donc de nouveau, on change d'échelle. On se retrouve au fin fond du Bangladesh et l'ONU, par exemple, ou bien une multinationale française ou aux États-Unis. Ben, c'est inimaginable. La communication il n'y a pas de connexion. Pourtant, il y a une connexion par le produit, par l'argent, comme tu disais. Mais par contre, côté dialogue, il n'y en a pas. À ce dialogue, vous voulez provoquer. En fait, vous êtes des provocateurs de conversation. Exactement. Très belle manière de le dire. Des points négatifs, il y en a beaucoup. Des points positifs, il y en a peu. Mais en ce moment, l'Union européenne, donc à la suite, la France a, pour une fois, donné le bon exemple sur la loi sur le devoir de vigilance. En ce moment, l'Europe est en train de voter, de se réunir autour d'une loi sur une obligation de devoir de vigilance pour toutes les entreprises qui ont leur siège social ou qui commercent avec l'Europe et qui donc toucherait, si elle se calque sur le modèle de la loi française, toucherait les fournisseurs et tous les sous-contractants, donc toute la chaîne de valeur de la production, de toutes les productions, donc particulièrement dans la production textile, puisque c'était un des éléments phares de la loi. Donc c'est une loi qui est en pleine réflexion. Il y a une réflexion qui s'organise sur cette loi. Il y a eu des votes préliminaires. Nous, notre association a été consultée aussi pour donner son avis. Puis comme en plus on rassemble des membres de plusieurs pays européens, on a aussi des lois locales dans plusieurs pays qui permettent aussi d'apporter un peu d'eau à notre moulin. Et donc il y a une réflexion qui s'organise autour de cette problématique de comment on fait pour empêcher des injustices, des inégalités tout au long de la chaîne de production. Et idéalement, de remonter donc jusqu'au départ. Bon, du coup, je retourne dans les points négatifs. J'ai beaucoup d'espoir, j'en mets beaucoup d'espoir dans cette loi. On espère que sera prévu des sanctions, des moyens de punir toutes les personnes, toutes les entreprises qui ne respecteraient pas cette loi, qui seraient amenées au tribunal, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se retrouve après à avoir des procès, comme on en a souvent, où en fait les accusés nous disent qu'ils ne savaient pas, ou que c'était un sous-contractant qui n'avait pas de contrat officiel, parce que c'est un vrai problème dans la production textile.
toute la production informelle. C'est en fait un directeur d'usine, donc qui lui est le fournisseur contractuel de telle entreprise et qui en fait donne, comme il a des échéances trop courtes, il va donner 20% de sa production à son cousin qui a aussi une entreprise. Mais en fait, son entreprise à lui, c'est plutôt un sous-sol en bas d'un immeuble. Et puis bon, il emploie des immigrés thaïlandais, voilà. Et puis ils font les vêtements, les mêmes vêtements pour pas cher, même vêtements pareil et promis, c'est fait dans les délais. Donc il n'y a pas de relation contractuelle. Le chef d'entreprise d'atelier ne le dit pas forcément, ou même n'est pas encouragé du tout à le dire à son acheteur, parce que si on peut prouver que l'acheteur le savait, à ce moment-là, il pourra être tenu pour responsable. Et c'est tout le problème de ces chaînes contractuelles où en fait, et alors encore plus quand il y a effectivement du travail informel, mais où les accusés, les responsables en fait, vont faire en sorte de ne pas être au courant, de ne pas savoir, pour ne pas pouvoir être tenus pour responsables et assumer leurs responsabilités. Vous jouez la carte des lois, de la législation, pour rappeler en fait qu'est-ce que ça veut dire être responsable dans cette liberté de produire. C'est ça en fait. Exactement. Et c'est seulement par des règles en fait. Dans toute communauté, dans toute relation, on a des règles de vie et des fois, on apprécie l'un et l'autre et du coup, on sait prendre soin des uns des autres. Mais parfois, quand il y a des changements de contexte, de culture, pas de la même langue, du coup, on rappelle les règles de vie. Du coup, on a des règlements intérieurs, on a, en fait, partout où il y a une relation de travail collectif, on a un règlement en fait qui est pas là plus juste pour voilà pour rappeler vraiment. Enfin, moi j'aime bien un peu retourner en mode positif. C'est ouais, je le redis, mais responsabilité dans cette liberté de créer quoi, de produire. Alors j'aime beaucoup cette idée de retourner ce négatif en positif. On dit souvent dans notre petit milieu des organisations qui défendent les droits des travailleuses, travailleurs, alors même chez Fashion Revolution, chez Remake, enfin toutes les entreprises. Alors en France, on a éthique sur l'étiquette, au Royaume-Uni, on a Labor Behind the Label. Toutes ces entreprises-là, alors on a bien sûr des axes un peu différents, des expertises un peu différentes, mais on s'empêche toutes de dire aux consommateurs qu'ils sont responsables. Parce que bien sûr, on ne veut pas culpabiliser le consommateur. Il ne faut pas dire au consommateur non, c'est ta faute si on fait ça, parce que si on regarde bien, en fait, les entreprises, elles font du marketing, elles font des études du marché, et puis là, elles disent ah bah oui, en fait, ce produit-là, il va bien se vendre, et ben alors je vais faire ce produit-là. Enfin non, c'est pas comme ça qu'elle fonctionne. C'est oh, et si tu allais regarder ce que font les grandes marques de luxe, si tu prenais les mêmes modèles et que tu me les faisais en 2 semaines, tu crois qu'on pourrait les sortir en 3 semaines, comme ça, on les vendra moins cher et plus vite. Donc ça, c'est ce qui se passe dans la fast fashion. Et donc, on arrive à... On essaye de pas culpabiliser l'acheteur, alors que il y a une vraie force alors pas forcément dans le sentiment de culpabilité, mais dans la responsabilité. Oui, il y a des études de marché, il y a des marketeurs qui regardent nos comportements et qui disent ah oui, ce produit-là, à ce prix-là, il va bien se vendre. Et nous, on a une responsabilité, on a notre carte à jouer, on a notre tyrannie financière à jouer en disant « Ah non, tu vois là, moi j'ai de l'argent pour l'acheter, je peux l'acheter, mais je vais pas l'acheter. Parce que ce que tu vends derrière tout ça, le monde que tu me vends, ce système de représentation que tu défends, moi, il ne me convient pas. Parce qu'un t-shirt à 7,99 €, ça veut dire que derrière, il y a 53 personnes, il y a, je sais pas, 47 femmes et 6 hommes qui ont travaillé dans des conditions que je ne veux pas assumer. Et ma responsabilité, elle est là. Et on peut sortir grandi de ce rapport de force, finalement, en disant, mais si moi j'arrête d'acheter, si on arrête tous d'acheter, vous allez plus pouvoir vendre. Et donc, vous allez devoir changer vos manières de vendre et les produits que vous nous vendez. Et les marketeurs, ils sont là pour regarder ces signaux-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le greenwashing, il existe à cause de ça, parce que les gens voient bien qu'on a cette conscience-là
commence à y avoir une conscience généralisée de ces enjeux-là. Et donc, les entreprises se pressent d'envoyer des signaux verts en disant « Mais si, regardez, nous, on fait ça bien, on fait ça bien. » Bon, alors bien sûr, le greenwashing fait souvent bien plus de mal que de bien. Et il faut continuer à exiger plus et mieux. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est pas une culpabilisation, c'est une responsabilisation. Et on a un vrai pouvoir, on a un vrai rôle à jouer là-dedans. Donc, tu parles de responsabilisation et justement Justice in Fashion. Quels sont vos supports, les moyens de l'association qui sont partagés? Nous, on travaille beaucoup dans les coulisses. Donc, on est quand même beaucoup sur tout ce qui se trame dans les instances juridiques internationales. Mais c'est les grandes coulisses, justement. Toute la mode se fait beaucoup en coulisses. Donc, c'est bien, justement. C'est vrai. Donc, on fait beaucoup de recherches. Hein. Voilà, on va mener des investigations sur certains sujets et on va pouvoir après ensuite rapporter et faire des recommandations pour la législation, soit au niveau local, soit pour justement, par exemple, la loi sur le devoir de vigilance à l'échelle européenne. Il y a des lois aussi en préparation ici aux États-Unis. Donc, on va étudier certains pans de l'industrie et rapporter dans une région donnée et rapporter ensuite en soutenant certaines recommandations. On ne s'adresse pas forcément en priorité au grand public puisqu'on estime que des organisations comme Justice in Fashion ou Remake le font très bien et que c'est une très bonne chose et que voilà, autant qu'on soit le plus complémentaire possible et que on marche pas sur les plates-bandes les uns des autres et qu'on travaille tous ensemble dans une même direction. Donc nous, on oriente vraiment plus nos travaux, donc soit vers les législateurs, les gouvernements, soit vers les investisseurs qui ont eux une énorme responsabilité et donc les entreprises avec eux. Voilà, on est vraiment plus dans les coulisses. Il y a aussi juste le système d'ambassadeur. Est-ce que tu pourrais nous parler juste en quelques mots de ce que ça veut dire être ambassadeur chez Justice in Fashion? Alors, nos ambassadeurs, ils sont dans le monde entier. Souvent, ils ont une expertise qui est plus ouverte que ce qu'on peut avoir au sein des membres de l'équipe, puisqu'on a parfois des personnes qui sont des professionnels du textile, des personnes qui travaillent dans des ateliers de confection, ou alors des personnes qui sont intéressées, enfin qui sont des étudiants en droit humain ou en droit et qui s'intéressent particulièrement au secteur de la mode, qui aimeraient apporter leurs propres connaissances au secteur de la mode et aux réflexions autour de la législation. Et ce sont surtout des personnes qui habitent dans le monde entier. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir des relais sur place quand on mène ces investigations dont je parlais tout à l'heure. Ça nous permet de pouvoir trouver des locaux, enfin des partenaires locaux plus rapidement. Voilà, ça permet d'être partout sur la planète et de communiquer vite pour apporter les problèmes locaux à l'échelle mondiale. Et d'être dans la conversation toujours, d'humain à humain. C'est ça qui fait la force. Exactement. Et puis, et si on n'est pas dans ce secteur en tant qu'ambassadeur, mais que la cause, on veut soutenir Justice in Fashion, est-ce qu'il y a moyen? Si vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse mener justement plus de recherches et soutenir plus de projets de loi, vous pouvez faire des donations. Elles sont bienvenues et je vous en remercie. Moi, j'ai très envie. Alors là, je parle plus en mon nom que chez l'association, puisqu'on, pour le moment, on est tous bénévoles, donc c'est vrai on aimerait bien pouvoir créer des postes, pérenniser un peu notre activité, et donc on a besoin de ces fonds-là et on va mener plusieurs campagnes de financement prochainement. Mais moi, personnellement, j'aimerais bien que les personnes qui écoutent ce podcast, alors j'ai le sentiment que ce sera des personnes qui sont déjà un peu sensibilisées tout de même, mais se posent vraiment les questions de leur responsabilité. Alors comme je disais tout à l'heure, pas pour se culpabiliser, se sentir mal, se sentir prisonnier, parce que en fait on ne peut rien faire, rien n'est possible, il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution miracle. Non, ce n'est pas facile, c'est un problème complexe. On parle de gens, on parle du monde entier, on parle d'échelles qui nous dépassent tellement que bien sûr que c'est compliqué et il ne faut surtout pas se culpabiliser encore plus alors qu'on est déjà aux prises avec tous ces enjeux écologiques et de changement, de réchauffement climatique qui sont déjà bien suffisamment stressants, mais simplement d'aborder le sujet de manière apaisée et de dire
Voilà, moi aujourd'hui, je suis allée dans une friperie et j'ai acheté un vêtement là. Ou alors j'ai changé des vêtements avec un copain, une copine, ma maman, ma cousine. Et j'ai empêché ça. Et j'ai apporté ma pierre à l'édifice en ne faisant pas, en n'achetant pas, en ne mettant pas, en ne finançant pas ce modèle-là. Voilà. Et si du coup il vous reste un petit peu de sous, vous pouvez nous les donner. Oui, merci beaucoup, Marie Wattier. Je rappelle ton nom. Pour cette juste sagesse. On peut être acteur sans faire. Merci beaucoup. Donc, vous retrouverez en lien dans la description de l'épisode. Je remettrai le lien vers les lois dont tu as parlé et le site internet, bien sûr, de Justice in Fashion. Et puis, retrouvez-nous donc la semaine prochaine. On continue cette conversation sur ce sujet. Non pas juste Justice in Fashion, mais sûrement sur cette question de l'éducation, la responsabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bonne semaine à vous. Merci encore Marie pour ce temps et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.